Bienvenue dans cette édition spéciale, le départ du Vendée Globe, 8e édition, un tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance. Le départ est donné par le prince Albert de Monaco, une course de 39 000 km, 29 concurrents en lice, 3 océans à parcourir. Les bateaux vont s'élancer, ce sera parti pour 3 mois de solitude. Des centaines de milliers de personnes sont massées sur place pour applaudir les marins à l'occasion de ce grand départ. Elles sont venues assister au spectacle, un public toujours impressionnant. Le Vendée Globe est l'une des courses les plus prestigieuses au monde. En 2013, François Gabard avait pulvérisé le record de Michel Desjoyaux, établi 4 ans plus tôt, 78 jours, 2h16 minutes 40 secondes. Et on va écouter le top départ de cette course prestigieuse. 5, 4, 3, 2, 1, top! Et c'est parti! On est à 1 minute du départ. Yvan Voilà. Bourgnon, vous êtes avec nous. Tout à fait, donc on a 1 minute du départ et effectivement on voit bien le bateau de Fabrice Amadeo qui est trop en avance et il est obligé de faire une route complètement parallèle à la ligne de départ, l'avant-arrière, parce qu'il s'est rapproché trop rapidement de la ligne. Par contre on a toute la flotte derrière, c'est intéressant parce que comme il n'y a pas beaucoup de vent, les bateaux peuvent vraiment s'amasser et se mettre les uns contre les autres. Et ils arrivent en solitaire avec peu de vent comme ça à gérer bien leur bateau. Et donc du coup, on va assister à une vraie régate, quoi, comme on peut le voir souvent dans des grands prix. On le voit, ils sont très amassés les uns sur les autres, alors que d'habitude, sur les départs de Vendée Globe, quand il y a du vent, les bateaux prennent des départs très prudents et partent même parfois plusieurs minutes après le top départ. Là, on voit bien qu'ils vont tous quasiment s'élancer dans les secondes qui suivent. Voilà, on va écouter le départ. 4, 3, 2, Allez. 1, top! Et Bertrand de Broc qui part en tête. Et c'est parti. Et donc je rappelle, Yvan Bourgnon, pour nos téléspectateurs, que vous êtes avec votre frère, celui qui a fait la Transat en double, Jacques Vabre, et que d'octobre 2013 à juin 2015, vous avez effectué un tour du monde sur un catamaran non habitable de 6,30 m sans GPS, en faisant le point à l'aide d'un sextant et de cartes papier. Sur ce départ, pour les spectateurs, c'est quand même toujours un grand spectacle et un moment d'émotion. Comment est-ce ressenti par les skippers ? Les skippers, ils ont toujours une boule dans le ventre, comme on dit, parce qu'effectivement, il y a toujours cette peur de la collision quand même au départ. C'est des bateaux qui sont très difficiles à mener en solitaire. Ça va quand il y a des grands espaces, quand on a le temps, quand on a tout l'Atlantique devant nous pour manœuvrer. Mais quand on a seulement quelques mètres comme ça, avec les concurrents, avec les Zodiacs, avec les trucs, l'erreur est vite fatale. Et là, depuis 4 minutes avant le départ, ils sont tout seuls sur leur bateau. Ils ont les ballasts à gérer, ils ont les voiles, ils ont l'attention des autres bateaux. Donc la prise de risque est importante. Aujourd'hui, ça va que c'est assez modéré parce que le vent est plutôt calme. Mais ce sont des bonnes conditions météo là pour le départ. C'est le rêve pour les spectateurs parce qu'ils n'ont pas le mal de mer. C'est le rêve pour les skippers parce que voilà, ils peuvent vraiment régater. Et voilà, et en plus il y a le beau temps qui est au rendez-vous. Donc on a un spectacle, vous voyez, qui est présent et ça fait plaisir. Et quelles sont les conditions nécessaires pour participer à une telle course avec un espoir réaliste d'éventuellement gagner ? Là, on voit bien dans cette course, ça fait tout son charme que c'est très hétéroclite le niveau. Il y a à peu près une dizaine de bateaux qui partent pour la gagne, avec notamment l'arrivée sur la plupart des bateaux de ces foils qui permettent aux bateaux d'aller dans certaines conditions 2 à 3 nœuds plus vite. C'est quoi le foil, puisque c'est la grande innovation, technique cette année. Pas sur PRB là, qui est bien placé, mais justement lui, il est un des seuls concurrents à avoir fait le choix de ne pas mettre ses foils et d'avoir misé plutôt sur la fiabilité et la longévité. Mais il y a 7 ou 8 bateaux qui sont équipés de foils qui permettent en fait littéralement de soulager tout l'avant du bateau. Alors, on le sait bien, hein, ce qui freine les bateaux, c'est de pousser de l'eau. Et le fait de mettre des foils, ça rajoute de l'antidérive, les bateaux vont plus droit. Et en plus, les bateaux volent un petit peu plus. Ils ne volent pas, attention, ils sont plus au-dessus de l'eau. Et donc, du coup, ils vont forcément plus vite. Alors justement, pourquoi Skipper ne s'équipe pas de ces foils, justement? Pourquoi ils sont que 7 sur 29 à les avoir? C'est tout simplement, la sélection se fait quasiment que par le budget, parce que c'est vite un investissement autour de 500 000 €, ces foils. Et que les petites équipes, et heureusement, elles sont présentes, n'ont pas forcément les moyens de se payer ces foils. C'est la magie, aussi le charme de cette course, c'est qu'il y a, on le sait, il y a 10 bateaux qui sont là pour la gagne, mais il y en a 20 qui sont là pour participer, pour finir la course. Et voilà, eux n'ont pas forcément besoin des foils.
Et vous l'avez dit, c'est très cher. Comment on finance? Qui trouve l'argent? Alors le financement, vous le voyez, ce sont des gros sponsors qui sont très présents. On a l'impression malgré la crise, des vrais placards publicitaires. La voile s'est jamais aussi bien portée. Il y a vraiment beaucoup de courses, de compétitions et de sponsors engagés. Les valeurs sont très fortes. Et voilà, donc maintenant aussi, il y a de plus en plus des causes qui sont amenées, des causes contre la chirurgie cardiaque. On pense à Tanguy de la Motte notamment. Voilà, Tanguy de la Motte. Il y a de plus en plus de causes. Je trouve ça bien. Au moins, on prêche aussi la bonne parole et c'est plutôt des bonnes causes et ça fait du bien à tout le monde. C'est plus qu'une course. Oui, je crois que c'est un vrai engagement. Et puis voilà, le côté humain ressort vraiment dans ces courses-là. On voit bien ce qu'on aime le plus dans le Vendée Globe, c'est les vacations radio avec Jean Le Cam, c'est les histoires de Tanguy de la Motte, c'est effectivement tout le côté humain qui ressort de ça. Les skippers qui sont secourus par les autres en pleine mer, en Australie. Au-delà de l'exploit personnel, en fait. Oui, il y a des vraies histoires humaines personnelles. Et c'est depuis le tout début du premier Vendée Globe, même quand il y a eu les disparitions, là, que tous ces skippers se mettaient à chercher leurs copains, leurs camarades en pleine mer. Ça a été peut-être dramatique, mais au moins on a montré que voilà, il y avait une vraie solidarité sur l'eau. Et voilà, j'espère qu'on retrouvera ça encore sur ce Vendée Globe. Florent, est-ce que vous pouvez quand même nous rappeler les particularités de cette course? Bien sûr, c'est une course en solitaire, sans escale et sans assistante. Donc les skippers doivent être préparés à tout. Ils doivent savoir se soigner, ils doivent savoir dormir. J'ai envie de vous poser une question également sur le sommeil. Il faut faire finalement des mini-siestes. Il faut apprendre à dormir différemment. Vous qui avez cette expérience-là, comment vous l'avez vécu? Moi j'étais là, je viens de finir un tour du monde sur un petit kata de sport à ras de l'eau, sur un petit bateau qui tient à peine sous pilote automatique. Donc c'est vrai que moi le sommeil était plutôt par tranche de quelques secondes ou quelques minutes. Quelques secondes. Donc c'est très très court. Mais là sur les bateaux de Vendée Globe, même si les foils amènent plus de vigueur et de virilité dans les bateaux, ils arrivent quand même à tenir souvent des tranches de sommeil d'une demi-heure, de 3/4 d'heure. Donc ça leur permet de faire un cycle et de récupérer. Mais ça n'empêche qu'il faut s'habituer par exemple au bruit environnant. Les bateaux sont devenus très bruyants. De vous à moi, on ne pourrait pas s'entendre dans un bateau comme ça. Donc ils portent même des casques pour éviter ces bruits. Tu peux même devenir fou au bout d'un moment. Et voilà, il faut réussir à dormir quelles que soient les conditions de mouvement. Vous diriez qu'aujourd'hui, un skipper, c'est aussi un ingénieur? On voit toute la nouvelle génération de skippers aujourd'hui qui est présente sur ce genre de course. Effectivement, c'est des gens qui viennent de l'ingénierie, qui ont souvent des formations d'ingénieurs, qui sont très très forts en météo, très très forts en technique. Et voilà, mine de rien, les skippers du Vendée Globe passent beaucoup de temps à l'intérieur du bateau, sur leur ordinateur, à analyser la météo, à voir les réglages, etc. Donc c'est vrai que si tu c'est pas l'époque Tabarly. Si on est loin des navigateurs d'il y a 30 ans, c'est ce que j'allais dire. Si tu n'as pas ce bagage technique nécessaire minimum, tu n'as aucune chance. Tu as beau être le meilleur des guerriers, tu as beau être faut rester 20 heures par jour à la barre, ne pas dormir. Si tu n'as pas ce bagage, peut-être une chance de terminer, mais pas de terminer dans les premiers. C'est ça qui fait le charme aujourd'hui des marins. Ils sont devenus très très complets. Il faut être athlétique, il faut être intelligent, il faut savoir la météo, il faut connaître la technicité, il faut eux-mêmes réparer leur bateau. Et sur un bateau, on recense à peu près une centaine de pannes sur François Gabard, il disait qu'il avait eu 100 pannes sur son bateau. Parce qu'il a gagné en 2013. Voilà, 100 pannes, ça fait plus qu'une panne par jour. Donc si tu sais pas faire d'électricité, de l'informatique, du composite et tout, très vite la course s'arrête, quoi. Il n'y a pas que les bateaux qui ont changé, la mer aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous raconter cela? Alors, votre vécu. Pour ce qui concerne les concurrents du Vendée Globe, dans un premier temps, il va y avoir tout ce qui est obstacles type OFNI, donc les objets flottants non identifiés, effectivement, qui polluent la mer de plus en plus. Alors, ce sont les containers principalement. Il y a 10 000 containers aujourd'hui à peu près qui flotteraient sur la surface des océans. Il y a eu beaucoup d'abandons à cause de ça. Nous-mêmes, à la Transat Jacques Vabre, avec mon équipier Gilles Lamiré, on a été obligé d'abandonner après seulement 2 jours de course en tapant un container. Le flotteur s'est littéralement cassé en deux. Donc ça peut faire partir de leurs angoisses parce que là, ils sont dans un schéma où la météo est idéale pour aller vite au départ. Et évidemment, plus tu vas vite dans une collision, plus il y a des possibilités de dégâts. Et en plus, les foils qu'ils ont rajoutés, avant une dérive était large comme ça, maintenant les foils sont larges comme ça, ce sont des vrais râteaux en travers de la mer, et ça peut évidemment taper des containers, des objets, et ça c'est un peu voilà, il faut avoir aussi de la chance et de la réussite et ne pas taper. Ça, vous avez raconté souvent que vous avez rencontré dans vos parcours des déchets, des sacs en plastique, etc. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que la mer est devenue une poubelle? Mais c'est une poubelle, hein. Moi je peux vous dire, j'ai fait le dernier tour du monde près de l'Équateur, au niveau de l'Indonésie, du Sri Lanka, des Maldives, qui sont des vrais paradis du monde. Et pourtant, c'est aujourd'hui des jonchets de plastique. Tous les coraux ont des plastiques
plastiques, des filets de pêcheurs, il y a des frigos, des poussettes. Et c'est assez dramatique, un peu moins dans les mers du Sud où ils vont aller. Mais sur toutes les zones très habitées côtières, là, notamment en Asie, la mer est une vraie poubelle. Voilà, ça, on peut le dire. Et c'est pour ça que on a décidé d'agir avec mon équipe pour créer The Sea Cleaner, une association là, qui va construire le premier bateau hauturier pour ramasser les déchets plastiques en mer. Et donc c'est un grand navire qui s'appelle le Manta, qu'on va sortir en 2020-2021 et qui va permettre de ratisser avec un système de collecteur à l'arrière, qui va permettre de ratisser la mer et d'essayer de nettoyer une partie de ces océans. Voilà, c'était l'occasion de parler de l'état des océans. Florent Raudot, revenons sur la course là, à proprement parler, qui sont les favoris? Eh bien, avant de parler des favoris, on va peut-être parler du grand absent de la course, évidemment. Les femmes. Voilà. Il y a d'abord les femmes. Les femmes, évidemment. Mais par rapport à la course de 2012 qui s'est terminée évidemment en 2013, François Gabard, qui a renoncé à défendre son titre. Le grand favori, c'est peut-être Armel Lecléac, son dauphin en 2013. On pense à Vincent Rioux aussi, peut-être. Oh oui, ils sont nombreux. Alex Thompson, le Britannique également. Ils sont très nombreux à pouvoir gagner cette course. Vous l'avez dit, ils sont une dizaine environ. Et malheureusement, on sait que 50% des bateaux vont casser. Alors c'est déjà savoir qui va casser, c'est très difficile à dire. Ils sont tous extrêmement préparés. Là, c'est aussi de la réussite, quoi. C'est ce que je disais, c'est des collisions, c'est malheureusement une malchance sur le matériel. Et il y a un point de règlement à donner, c'est que dans les 10 premiers jours, si un bateau est victime d'une avarie, il peut revenir et repasser la ligne de départ. C'est déjà arrivé dans le Vendée Globe. Là, du coup, pour le coup, la chance de victoire est quasiment impossible. Mais moi, effectivement, j'ai... Mais ne pas mettre à l'eau, évidemment, c'est mois de travail... C'est clair, moi c'est bien, l'aventure peut continuer. Exactement. Non, ils sont nombreux. Alors, Alex Thompson, qu'on voit l'image là, avec Hugo Boss, pour moi c'est vraiment le grand favori parce qu'il arrive vraiment à maturité. Il a le talent, lui, d'être très fougueux, de ne pas suivre les autres bateaux. Il fait vraiment sa route à lui. Donc il est capable de prendre des risques sur des trajectoires que sur les autres n'iront pas. Et quels sont les éléments justement qu'on prend en compte quand on choisit une route plutôt qu'une autre? C'est les conditions météo ou pas? Alors c'est clairement les conditions météo. Par exemple, un bateau va très vite à partir d'un certain vent, mais quand il y a trop de vent, ce genre de bateau commence à ralentir aussi. Donc on ne cherche pas peu de vent, on ne cherche pas trop de vent, on cherche du vent modéré. Et évidemment, aujourd'hui, les logiciels et la météo fait qu'on arrive vraiment à optimiser et faire des simulations de route. Donc on passe beaucoup de temps sur l'ordinateur à l'intérieur du bateau et on fait des trajectoires et des simulations de route. Et on essaie toujours de remettre ça en cause parce qu'on reçoit des fichiers météo 4 fois par jour. Et c'est fiable. Et c'est relativement fiable sur 3 jours, un petit peu moins sur une semaine, mais on a quand même une vision sur 10 jours. Et si on met ça en cause 4 fois par jour, forcément on arrive à des trajectoires qui commencent à être proches de la vérité. On l'a vu sur la dernière édition. François Garbard, Armel Lecléac, ils ne se sont pas lâchés. Pendant, il y a eu un duel très serré. Pendant 60 jours. Et il y a eu juste un petit écart d'option sur la remontée de l'Atlantique, sur une petite option, et hop, tout de suite, le classement s'est fait à ce moment-là. C'est pour vous dire comment, maintenant, on est rentré dans la précision, même sur la météo. Donc, il faut avoir de la chance, être un bon marin et avoir un bateau exceptionnel. Et un bon mental. Et un bon mental, ça c'est sûr. Oui. Voilà, c'est un sport mécanique et c'est vrai que les bateaux comptent énormément. Ceux qui ont les gros budgets, ceux qui ont eu une grosse préparation, voilà, forcément ils ont de l'avance sur les autres équipes. Et sur la préparation psychologique justement, est-ce que les skippers voient peut-être des psychologues avant d'embarquer? Alors ça, oui, il y a toujours quelques-uns qui ont des mentors, qui ont des coachs, mais moi de ce que j'ai vu, c'est que 80% en tout cas des skippers aujourd'hui sont suffisamment armés mentalement pour faire leur propre préparation. C'est souvent le cas même sur le plan physique. Voilà, quand tu es capable de faire un Vendée Globe, c'est que tu as vraiment un mental et une autonomie hors norme. Donc c'est justement une configuration dans laquelle en général tu n'as pas besoin d'aide extérieure. De quelqu'un d'autre. Alors tu as besoin de l'aide extérieure, plus pour la préparation du bateau, évidemment, là il y a toute une équipe derrière, pour la météo, pour tous ces paramètres, mais sur soi-même en général c'est un travail de fond. Par contre, c'est vrai qu'il faut des mois, voire des années pour intellectualiser une course comme ça. Tu peux pas dire dans un mois je pars faire la course autour du monde. Dans ta tête, tu seras jamais prêt le jour J. C'est un entraînement de haut niveau, physique, mental et une motivation. Tout à fait. Et ne pas oublier que c'est un vrai sport d'expérience, quoi. C'est quand on gagne une course à 50 ans, c'est pas la préparation d'il y a un an qui compte, c'est tout ce qu'on a fait depuis 30 ans qui va ce jour-là être comptabilisé et compté, quoi. Plus tu as vécu de situations météo, plus tu as vécu de configurations, plus de dégâts, plus tu peux anticiper. Ils sont tous chevronnés, c'est de l'expérience. Tout à fait. Et le plus dur, c'est quoi dans la course ? Le plus dur pour eux, ça va être dépendre. Ils ne font pas tous la même course, mais les 10 premiers, c'est la première fois que sur un Vendée Globe, il y a autant de bateaux qui peuvent gagner.
Avant, il y avait 3-4 bateaux qui pouvaient gagner. Donc, ils se mettaient du challenge entre eux, ces 3-4 bateaux. Alors, évidemment, très vite, il y en a un qui cassait. Il y en a un qui avait trop d'avance. Donc, du coup, là, à part la dernière fois entre Gabar et Armel Cloche, il y avait suffisamment d'écart pour que le challenge, les skippers calment le jeu eux-mêmes, d'eux-mêmes. Là, il y a 10 bateaux quasiment à égalité au départ. Donc, ça va forcément, ils vont tous être à quelques milles les uns des autres. Donc, ils vont être obligés de pousser leur machine au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Il y aura une pression terrible. Donc, du coup, je pense que sur le matériel, on va le ressentir aussi. Il y aura peut-être plus de casse matériel dans les premières 3 semaines de course. Et pourquoi cette année, il n'y a pas de femmes qui participent? Ben, c'est bien dommage parce que ça a toujours été le cas. L'histoire a prouvé que les femmes s'en sortaient très bien. Hélène MacArthur, la première sur cette course-là. Et ils en parlaient récemment. Ils disaient que les femmes avaient plus de mal sur la recherche de sponsors. Mais c'est dommage parce que je trouve qu'on a des bons éléments. Hein. On avait Samantha Davis la dernière fois, mais il y a Isabelle Joche qui est moins connue, qui est une très bonne navigatrice. Et pour autant, elles ont encore du mal à trouver des partenaires. Et Dieu sait si pourtant, vous, les médias, vous jouez le jeu avec ce genre de skipper. Mais voilà, j'espère que ce n'est qu'une interruption et qu'en 2020, on aura de nouveau 2-3 femmes dans la course. On voit que le bateau PRB est très bien parti. Est-ce qu'au terme de la première journée, on peut s'attendre à avoir des écarts significatifs ? Clairement, entre le groupe de 10 bateaux de tête là, et puis le restant de la flotte, on va avoir des écarts importants. La situation météo est faite aujourd'hui que les bateaux devant vont prendre de plus en plus d'avance par rapport à ceux de derrière. Ça tire, c'est un phénomène d'élastique, ça tire par l'avant. Donc c'est pour ça que d'ailleurs entre eux ils vont rien lâcher parce qu'ils savent que quand ils vont tourner à gauche sur les côtes du Portugal, ils savent que celui qui va prendre 5000 d'avance, il va vite prendre 50 000 d'avance. Donc ils vont rien lâcher entre eux, mais du coup ceux qui n'ont pas le choix derrière et qui ont des bateaux moins performants, effectivement vont prendre un gros coup sur la tête. Les premiers vont vraiment creuser l'avance. Et en tout cas il y a plus de participants parce qu'il y en a 29 et il y a 4 ans il y en avait 20. Ouais. Donc ça fait plaisir, ça montre la popularité de la voile. Ils disent qu'il n'y a jamais eu autant de monde sur les quais des Sables d'Olonne. Moi-même, j'ai été 3 fois aux Sables d'Olonne depuis 15 jours. J'ai halluciné du nombre de gens à 15 jours de départ qui faisaient la queue pour aller visiter ces bateaux. Donc ça fait plaisir, ça montre que notre sport est en plein essor. Et voilà, pourvu que ça dure et pourvu qu'il y a encore beaucoup de skippers comme ça qui continuent à nous faire rêver. Hein. Et une course qui s'ouvre parce qu'on a vu qu'il y a un Japonais qui participe cette année. C'est le premier asiatique de l'histoire du Vendée Globe. Voilà, il est venu samouraï. Voilà, il est venu une course qui se développe. Très bien, les Chinois s'y mettent de plus en plus, et tant mieux. Hein, il y en a un d'ailleurs qui est malheureusement décédé en mer il y a peu de temps là, sur son multicoque en tentant de traverser le record du Pacifique. Mais ça s'internationalise de plus en plus. Il y a 9 skippers internationaux qui sont sur la course. Bon, 19 Français sur 29 toujours. Ouais, mais quand même, c'est beaucoup plus que les précédentes éditions. Et voilà, le solitaire commence à... On a toujours dit que c'était le truc des Français, qu'il n'y a que les Français qui étaient assez barjots pour aller faire du solitaire. Mais on voit bien que... voilà, justement, assez barjots, quelles sont les motivations qui poussent un marin, a priori amoureux de la mer, à se lancer dans une telle aventure ? C'est tellement un cursus de vie et tellement un rêve de vie. Je crois que nous-mêmes, quand on était gamins, moi, quand je suivais Philippe Gentot faire son premier Vendée Globe, j'étais encore à l'école. J'avais été le voir dans une conférence qu'il animait, mais j'étais complètement halluciné devant les récits qui pouvaient sortir. Donc voilà, forcément, ça devient des rêves pour les gamins de folie. Et un jour, quand tu te retrouves sur un bateau, tu vas faire le Vendée Globe. Voilà, Mais c'est quoi? C'est la recherche de la performance, le plaisir de la solitude Non, je crois que c'est le fait d'aller vivre quelque chose d'exceptionnel. Le dépassement de soi. Ouais, mais même d'aller... Il y en a, ils y vont pas forcément en mode compétition à fond, mais ils vont tous revenir avec du vécu, avec du contenu dans leur vie. Ils ont vécu ils savent pas ce qui va leur arriver. Ils vont avoir... c'est quand même le goût du risque. Voilà. Ouais, de moins en moins quand même, parce que le Vendée Globe, c'est sécurisé de plus en plus. Il y a cette porte, ils ont sécurisé les zones des glaces. Les bateaux sont quasiment devenus incassables. Les quilles se libèrent quasiment plus. Les bateaux sont insubmersibles. Donc il y a moins de risques qu'avant. L'aventure est toujours là. Et ils vont vivre des choses dont ils ne savent même pas ce qui leur arrive. Et c'est ça qu'ils vont chercher. Ils vont revenir avec des images plein la tête, avec des couchers de soleil exceptionnels, avec des mammifères marins qui vont croiser, avec des épuisements totaux. Quand tu n'as pas dormi depuis 3 jours, tu es dans un état que tu ne pourras jamais vivre quand tu es à terre, quoi.
Merci beaucoup d'être venu. On va suivre ça avec passion et enthousiasme. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Florent Rodeau. Bon vent à tous ces marins. Merci à la régie pour cette édition spéciale. Donc à Yvan Bourgnon, Florent Rodeau, la chef d'édition Laure Tauzin, Caroline Grandjean et à vous tous de votre attention. La formation revient dans une dizaine de minutes en français, en anglais et en arabe. Merci à vous tous d'avoir suivi ce départ de cette course prestigieuse, le Vendée Globe, 8e édition. Merci à vous tous.